Bonjour, bienvenue dans Ligne Prima pour une nouvelle semaine sur Alta Frequenza. Je suis en compagnie d'Antoine Poletti, bonjour. Bonjour. Et d'André Vesperini, bonjour. Bonjour. Alors tous les deux, vous venez représenter l'association ANACRE, donc l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance, et présenter ces 16e rencontres cinéma-histoire que vous organisez donc tous les ans à Ajaccio, du côté de l'Espace Diamant pour le mardi 11 et le mercredi 12 avril, et du côté de la CCAS à Portich le 13 avril et le vendredi 14 avril, avec toujours un programme donc mêlant aussi bien les films internationaux connus sur la thématique de la Seconde Guerre mondiale, mais également des reportages locaux, et ça on va en parler tout au long de la semaine. Alors déjà, on va parler évidemment du film, en tout cas d'un des films que vous avez choisi cette année comme représentatif un petit peu de ce festival. Nous avons choisi déjà, pour ce qui est de l'international, c'est la résistance allemande, trop méconnue. Alors on va le faire au travers de principalement deux biographies, celle d'Elser, qui a failli réussir son attentat contre Hitler en 1939, et puis celle de Sophie Scholl, et plus largement, avec Sophie Scholl, le réseau de la Rose Blanche, auquel elle appartenait, dont elle impulsait toute l'activité. Voilà. Justement, André Vesperini, vous qui êtes une ancienne enseignante en histoire, est-ce que c'est vrai que cette résistance allemande, finalement, aujourd'hui, elle a été un petit peu laissée de côté, elle est méconnue, bon, aussi bien, j'imagine, des élèves que du grand public en général? Tout à fait, elle a été totalement méconnue. En classe, on ne l'enseignait pas, même si on disait qu'il y avait quelques résistants. Ce n'est que depuis quelques années qu'on voit qu'il existait en Allemagne une résistance qui a émané de jeunes, d'universitaires, mais également de militaires qui voulaient attenter à la vie d'Hitler. Mais c'est quelque chose qui était totalement passé sous silence, effectivement. Ces films sont assez récents, finalement. Est-ce qu'ils démontrent justement qu'aujourd'hui, il existe cet intérêt pour cette période historique, en tout cas pour ce moment historique, cette résistance allemande qui n'existait pas jusque-lors? Oui, l'intérêt est manifeste. Nous, quand j'ai déjà vu le CER projeté avec des élèves, ils ont porté des élèves de classe d'allemand qui ont porté un grand intérêt au film. Alors, pourquoi cette résistance est méconnue, c'est parce que les Alliés, quand ils sont arrivés à Berlin, enfin partout il y avait des archives, pas seulement à Berlin, mais en tous les cas, notamment à Berlin, ils ont saisi tout ce qu'ils ont pu trouver comme documents. Et s'agissant de la résistance allemande, ils les ont conservés par devers eux sans en faire part aux historiens. Il a fallu attendre près de plusieurs décennies après pour que les historiens puissent avoir accédé à ces documents. Donc, ce qui explique sans doute cette méconnaissance. Après, il est vrai qu'on a beaucoup parlé. Sophie Scholl, c'est assez connu maintenant depuis quelques années, et le réseau de la Rose Blanche. Elle sert, ça l'est moins, mais ça y est, maintenant, depuis qu'il y a eu ce film, notamment, c'est la contribution du cinéma à la connaissance historique est quand même considérable, d'autant que ce sont des films bien faits. On parlait beaucoup de la résistance des militaires, l'attentat du 20 juillet, jusqu'à faire penser qu'il n'y avait eu que ça. En fait, c'est un gros événement. D'ailleurs, l'attentat a failli réussir, et puis il impliquait beaucoup d'officiers allemands. Mais la résistance allemande a été plurielle, diverse dans ses motivations, peut-être religieuses ou beaucoup d'inspiration religieuse, c'est vrai, mais pas seulement. Et puis également émanant de couches sociales très différentes. Il y a une résistance ouvrière, il y a une résistance d'intellectuels. Je crois j'espère que dans quelques années, on saura beaucoup de choses, en tous les cas, on a beaucoup à apprendre encore sur la résistance allemande. N'importe notre contribution, quoi. Il y a un travail encore historiographique justement à mener sur cette résistance allemande. Oui, d'autant que par exemple ce film Sophie Scholl, il a pu être fait grâce, je dis bien grâce, à l'ouverture des archives de la Gestapo en 1990. Donc, c'est tout récent, oui, encore. C'est tout récent. Donc, il y a beaucoup d'historiens qui travaillent, allemands qui travaillent là-dessus. Je crois que c'est dans l'air du temps aussi. Comme les déportés
n'ont pas parlé pendant des années et qu'ensuite ils se sont, voyant que beaucoup de gens disparaissaient, de témoins disparaissaient, ils ont parlé. Et là, je crois que les historiens allemands font un travail d'archives important, d'autant que les archives maintenant sont ouvertes. Il a fallu aussi peut-être digérer cette histoire, comme il a fallu par exemple digérer le régime de Vichy en France. Ils l'ont mieux digéré que nous, quand même. Parce que l'Allemagne a toujours, dans un premier temps, elle était fautive. Donc, tout de suite, les Allemands, ils étaient fautifs, ils ont fait leur mea culpa. Tandis qu'en France, c'était différent. C'était le chagrin et la pitié, mais c'était aussi l'honneur et la pitié. Donc, on était écartelés en France. Et c'est pour ça qu'on a mis sous couvercle aussi on a mis du temps à digérer le régime de Vichy. Plus que les Allemands. De même, un autre exemple d'une mémoire un peu méconnue, pour rester en Corse, la contribution des Italiens, des militaires italiens, à la libération de la Corse. Il faudra bien qu'un jour on rende hommage, justice au combat des Italiens qui ont contribué à libérer la Corse. Pas tous, c'était une minorité par rapport aux 80 000 Italiens qui avaient là, mais il y a quand même eu, c'est vrai, une contribution majeure des Italiens. On en avait beaucoup parlé d'ailleurs avec vous dans une précédente émission. On va se retrouver demain, évidemment, on va continuer à parler de ce programme, de cette programmation donc, qui a lieu du 11 au 14 avril à la fois à l'Espace Diamant et à la CCAS à Portich, donc organisé par l'association L'Anacre pour les 16e rencontres cinéma et histoire, et on se retrouve demain. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprima. Nous sommes toujours en compagnie d'Antoine Paulette et d'André Vespérine. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, vous représentez l'association L'Anacre, donc l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance, qui propose chaque année sur Ajaccio ses 16e rencontres cinéma-histoire, donc du mardi 11 au vendredi 14 avril à l'Espace Diamant et pour les 2 derniers jours à CCAS Portich, comme tous les ans, avec un programme pour tous les publics finalement, puisque on va en parler un petit peu. Il y a aussi un dessin animé qui s'adresse aux jeunes enfants. Bon, j'imagine qu'il y a un âge quand même requis pour pouvoir comprendre cette histoire, et évidemment qui retrace l'histoire d'Anne Frank, puisque c'est un dessin animé adapté, donc fidèle apparemment, une adaptation fidèle du journal d'Anne Frank, c'est Exactement, ça oui. Il est destiné aux élèves du primaire. Il est à leur portée. C'est vrai que les maîtres, les instituteurs font un gros effort parce qu'ils travaillent souvent en amont. On a des classes qui travaillent sur la déportation, etc. Et donc, les enfants, quand ils viennent au film, voir le film, ils sont d'abord au courant de certaines choses. Préparés, oui. Et puis ensuite, ils sont très intéressés. Ils ont un questionnement après le film qui est... c'est vrai que les gosses du primaire sont spontanés, donc ils parlent davantage que les adolescents, mais ils ont un questionnement très riche. Et c'est très intéressant, et c'est un film qu'on repasse chaque année parce que... chaque année une fois, presque à peu ans, près, parce que on a un répondant chez les enfants, donc on le repasse. On attend le film. CM1 et CM2, il faut dire. CM1, c'est CM2. pas... Bien sûr, oui. Mais c'est alors, en fait, c'est parce que c'est au programme des CM1 et des CM2 de la Seconde Guerre mondiale. Justement, après chaque projection, on peut le dire, sont suivies de débats, que ce soit pour les scolaires ou pour le grand public. C'est important justement qu'il y ait cette phase de débat, de ce débriefing après chaque projection. Oui, parce que ça permet de remettre souvent les choses dans l'histoire, les événements, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas tellement. Et puis c'est fait avec un jeune thésard, qui est Ophir Lévy, qui est spécialiste, qui travaille donc à la Sorbonne, qui est maître de conférences à la Sorbonne, et qui est aussi au mémorial de la Shoah. Donc il fait aussi des conférences pédagogiques, et il est très très... Disons qu'il a un contact très facile avec les élèves, et ça marche très très bien. Très très bien, oui. Il faut dire qu'il est docteur en histoire. Oui. Et en même temps, il enseigne l'histoire donc à Sorbonne, mais il a ça reste, bien sûr, en l'occurrence, ce serait des étudiants, mais là, c'est vrai que Jean-André a raison de le souligner, quand il parle aux petits gamins, ça leur dit quelque chose. À chaque fois qu'il finit sa phrase, les questions fusent encore. Oui, puis il fait, chaque fois, il remédie au point de vue historique. Et c'est quelqu'un de très bien. Il a écrit un bouquin, d'ailleurs, qui s'appelle « Les images clandestines » sur justement la Shoah. Dans tous les films,
on voit, même les dessins animés de Walt Disney après, on voit ce que c'est que ces images clandestines de la Shoah. Et on compte l'année prochaine faire un grand débat avec des élèves de première et puis le grand public sur justement ces images clandestines. Donc c'est un monsieur très 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 intéressant et qui sait parler aux jeunes. Antoine Paulette, justement, vous pensez que ces rencontres ont un impact et une volonté aussi pédagogique, que ce soit pour le grand public, que ce soit pour les scolaires. C'est aussi finalement dans cette optique finalement qu'elles se construisent, qu'elles sont produites tous les ans. Bien sûr, bon, l'intitulé Rencontre Cinéma Histoire, on l'a choisi en commençant par rencontre, parce qu'effectivement, c'est le souhait. On n'a pas des films, comment dirais-je, on ne cherche pas la grande production. On veut des films qui suscitent le débat et où il y a matière à apprendre. Voilà. Donc, d'où le choix d'invités auquel on prête beaucoup d'attention. Voilà. Alors, notamment Ophir Lévy, cette année, qui va assurer quand même pas mal qui va animer pas mal de débats. Oui, ce sont des rencontres. On essaye, et puis, bon, sans toujours qu'on puisse apporter des réponses. Il y a parfois des questions qui resteront pendantes. L'historiographie continuera à apporter des réponses parfois sur des sujets qui restent parfois un peu tabous. Voilà. Et on rencontre, on privilégie tous nos films, on privilégie l'invité. Enfin, ça compte pour nous, l'invité et le débat qu'ils animent. André Vespérine, justement, on parlait de ce choix des films. Il est opéré d'un point de vue historique, c'est-à-dire qu'on cherche des films de qualité, mais aussi qui historiquement tiennent la route, c'est ça? Oui, c'est vrai, mais aussi, on cherche aussi pour attirer un petit peu le public des films récents. Et à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de choix. Il y a quelques années, on avait il y a eu un creux à un moment donné sur cette thématique, en tout cas de la Seconde Guerre mondiale. On a l'impression, il y a eu des chefs-d'œuvre, bien sûr, connus de tous, mais on a l'impression finalement qu'il y a un petit renouvellement. Justement, on va parler d'un dernier film qui est sorti récemment, c'est Les Enfants de la Chance, c'est ça, sorti en novembre 2016. Oui, Les Enfants de la Chance, c'est un film où le premier rôle est interprété par Philippe Torreton, qui devait venir. Puis il a un tournage, donc il a annulé sa venue, mais ce ne sera que partie remise, nous a-t-il dit. Et ces enfants de la chance, c'est comment finalement un chirurgien, un médecin a pu sauver des enfants juifs de la rafle du Veldiv. Et c'est, paraît-il, un film, nous ne l'avons pas vu puisque oui, il est très récent. Il est très récent, mais c'est un film qui a eu du succès parmi les téléspectateurs qui l'ont vu à Paris et ailleurs. Ici, il n'est pas encore passé. Donc, on l'a presque en avant-première. Voilà, à découvrir, en tout cas, côté de l'Espace Diamant et du CCAS à Portich. Donc, les mardi 11, mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 avril. On se retrouve demain. Demain, on va parler de production corse aussi, puisqu'on a des documentaires chaque année de grande qualité produits en Corse sur ces thématiques. À demain, au revoir. Bonjour, bienvenue dans l'Imprime. Nous sommes mercredi, nous sommes toujours sur Alta Frequenza pour parler en compagnie d'Antoine Paulette et d'André Vespérine. Bonjour à vous. Bonjour. De ces rencontres cinéma et histoire qui ont lieu du 11 au 14 avril du côté d'Ajaccio, tout d'abord à l'Espace Diamant et au CCAS Portich. Et puis évidemment, on va parler de cette programmation et de ces rencontres. Et on va parler aujourd'hui de programmation corse puisqu'on va parler des documentaires, puisque chaque année vous proposez au public des documentaires qui ont trait à la résistance et à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en général. Et cette année, évidemment, un documentaire à ne pas manquer, celui réalisé par Jackie Pojol, donc Résistance Corse déportée. Antoine Paulette. Oui, il n'est pas récent. Hein. Il a déjà été passé sur tous ces films qui sortis en 2016 quand même. Oui, 2000, c'est assez récent, mais bon, les spectateurs de FR3 l'ont vu. Ils l'ont vu déjà, voilà. Voilà. Donc, ce n'est pas... mais c'est ce qui est intéressant, je vous le disais déjà auparavant, ce qu'on privilégie, c'est le débat, et on espère que donc ce sera suivi d'un bon débat pour savoir. Donc, on l'ignore un petit peu, c'est le mérite de Jackie Pojol que d'avoir exhumé un petit peu de l'oubli ces femmes qui avaient des attaches avec la Corse, toujours par leur naissance, par leur conjoint, etc., mais qui avaient un lien avec la Corse. C'était le choix qu'elle a fait d'emblée. Et elle a donc trouvé des traces donc, un peu partout en France. Elles ont résisté, ces femmes ces femmes de Corse ont résisté. Et pour certaines, sont mortes dans les camps de concentration. Alors la plus connue, c'est Nelly Casanova.
Mais le mérite de Noël Jackie Pujol, c'est aussi, bien sûr. Bien sûr. Mais le mérite de Maria de Perrette, ça c'est déjà... On commence à connaître Maria de Perrette un peu mieux que... Un petit peu plus ces dernières années, en tout cas. Ces dernières années, mais il y en a d'autres qui restent à faire connaître. Et c'est le mérite de Jackie Pujol que d'avoir fait ce travail. Travail André Vesperini, en tout cas, qui a le mérite justement de faire connaître au grand public ces personnalités qui sont quand même, outre évidemment Daniel Casanova et Noël Vincenzin, quand même tombées dans l'oubli pendant un temps. Oui, on ne parlait pas d'elles, mais en fait, je crois que notre souci, c'est de faire connaître en parallèle l'histoire régionale, l'histoire de la Corse, et voir la résistance en Corse, elle a été très, très importante, très riche, et voir qu'il y a aussi des femmes qui se sont corses, qui ont été elles aussi victimes. C'est important pour connaître l'histoire de notre région. Je crois que nous, notre volonté, c'est de faire ça, le parallèle, le changement d'échelle, l'histoire de la résistance au niveau de l'Europe, du monde, mais aussi de la France. Et puis, on change d'échelle et on voit l'histoire régionale. Et c'est quand même notre souci. Cet ancrage régional est important pour ce type, j'imagine, de festival qui a cette vocation pédagogique. Et là, c'est aussi un autre public que vous rencontrez, un public passionné d'histoire, j'imagine, qui se déplace pour ce type de documentaire. Oui, on l'a remarqué, on a nos habitués, pas assez nombreux, j'espère qu'ils sont encore plus nombreux cette année, mais oui, ce sont des gens qui ont souvent déjà une bonne connaissance. Ça fait quand même, ce sont les 16e rencontres cinéma-histoire, en tous les cas, pour notre part, on a essayé de couvrir, parce que nous sommes une association, c'est l'association des Amis de la Résistance, anciens combattants et Amis de la Résistance, mais vous l'avez bien compris, avec cette programmation, on essaie de couvrir tout ce grand kaléidoscope qu'a été la Seconde Guerre mondiale, à partir duquel donc, on peut décliner, y compris sur la Corse, beaucoup de choses. C'est la guerre, c'est la déportation, c'est la résistance, bien sûr. Donc c'est la mémoire de toute cette période-là. Les mémoires, il faudrait dire au pluriel, les mémoires de toute cette période-là. De personnages aussi au destin étonnant, comme justement Charles Bonafé, on n'est pas très loin d'une école qui porte son nom. Tout à fait, l'école Alex. Exactement. C'est récent. Oui, c'est récent. Voilà, une école qui a été rebaptisée. Voilà, tout à fait, mais c'est aussi dans une volonté, je crois qu'à l'heure actuelle, on a besoin de références historiques, mais également de connaître son passé. Et là, donner le nom d'une école Charles Bonafé, c'est important aussi, et ça permet aux élèves de connaître. Je pense que tous les instituteurs font pourquoi cette école s'appelle comme ça, et on peut faire une petite biographie de ce héros. Donc c'est important, je crois, de connaître, je disais, cette histoire régionale et les noms de ces gens qui se sont battus pour la liberté. Antoine Paulette, justement, 2 mots sur ce film de Dominique Maestrat, donc qui va être présenté aussi lors de ces rencontres sur justement Charles Bonafé. Charlot Bonafé, on l'appelait Charlot, c'était on l'appelait comme ça à Pétrette et ses amis, donc Charlot. Et il s'appelait en fait Karl, c'est le titre du film d'ailleurs de Maestrat. Il a choisi Karl, pourquoi ? Parce que Karl, c'est son prénom en slovène, puisqu'il a fini, donc il a été tué en Slovénie très rapidement en sa biographie, donc il est parti de Pétrette et raflé dans cette rafle qu'il y a eu à Pétrette, la seule rafle qu'il y a eu en Corse d'ailleurs, et Pétrette raflé. Il se retrouve après un petit séjour à l'île d'Elbe, débarquement en Italie et direction l'Autriche, et là donc dans un camp, enfin même pas un camp, disons un internement, un lieu d'internement. Et puis, en définitive, il arrive dans une ferme, et il est travailleur dans une ferme, et il arrive à s'évader, et il retrouve les patriotes slovènes, et c'est là qu'il meurt donc, en combattant avec les Slovènes. Donc il a sa stèle là-bas, en Slovénie, il est considéré comme un des résistants slovènes, comme nous on considère certains étrangers. Par exemple, un Slovène, c'est ce que d'ailleurs le prochain film de Dominique Maestrat sera, il appelle ça Destin croisé, je crois que là ça mérite tout à fait le titre, c'est un Slovène qui est mort en Corse. Donc voilà, à l'époque, c'était des brassages de population, des gens qui se retrouvaient, qui franchissaient les frontières, j'allais dire aussi facilement que maintenant, moi je ne sais pas, mais enfin en tous les cas, il y a ce grand
grand chaos, Karl Bonafede s'est retrouvé avec les Slovènes, effectivement. Des parcours atypiques. Il a laissé une très belle lettre testament qu'on appelle oui, voilà. Testament. C'est ce que j'allais dire. Et cette lettre, elle est lue par les élèves. On l'a fait lire par les élèves à certaines commémorations. D'accord. Dont le 9 septembre, quelquefois. Et les élèves doivent, quand il y a eu aussi des journées d'éducation civique ou journées citoyennes, c'est la lettre de Charles Bonafede qui est lue dans les écoles. Et elle est très, très intéressante, cette lettre. Ouais. Merci à vous deux. On se retrouve demain, évidemment. On va continuer à parler de ces rencontres cinéma et histoire à Ajaccio du 11 au 14 avril. À Ajaccio et à Portich, pardon. Merci. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprima. Nous sommes jeudi, nous sommes sur Alta Frequenza, toujours en compagnie d'Antoine Poletti et d'André Vesperine. Bonjour. 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 Alors, tous deux, vous représentez l'association LANACRE, donc l'association nationale des anciens combattants et amis de la résistance, pour ces 16e rencontres cinéma et histoire qui auront lieu donc les mardis 11 et mercredi 12 avril à Ajaccio à l'Espace Diamant et les jeudis 13 et vendredi 14 avril au CCAS à Portich. Donc, on a parlé de production locale, en tout cas de débats aussi qui suivront la projection de Bonafede di Carlo, le film de Dominique Maestrati, et les résistantes corses déportées, donc le film documentaire de Jackie Poggiol. Mais on va parler aussi d'un film de Marie-Pierre Valls, justement, sur le Front populaire. Là aussi, donc, un film qui permet de révéler en Corse, donc, aussi cette histoire du Front populaire. Oui, là encore, il reste beaucoup pour les historiens. C'est un vaste chantier, je crois. Le travail de Marie-Pierre Valls est un peu, comment dirais-je, ouvre des pistes de réflexion qu'il faudra continuer à explorer. C'est une période, écoutez, si la guerre est un espèce d'aboutissement, disons, ce qui a préparé la guerre, enfin le pourquoi de la guerre, pourquoi on en est arrivé là, je crois qu'il faut remonter un peu en amont, comme toujours en histoire. Les périodes s'enchaînent les unes aux autres, et effectivement, on ne comprendrait pas la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale sans savoir ce qu'a été cette période du Front populaire, disons plus précisément les années 30. L'intitulé, c'est Uvonti Popular, mais c'est bien les années 30 le sujet dont elle traite. Alors, je préviens tout de suite, il faut prévenir les personnes qui viendront. C'est un film qui est en Corse, oui, beaucoup en langue corse. Il y a beaucoup d'interviews en langue corse. Marie-Pierre Valls, en général, je pense que les téléspectateurs le savent, c'est des documentaires en langue corse. Oui, alors, on n'a pas sous-titré. Voilà, c'est embêtant, mais je pense qu'il faut faire un petit effort. Il faut faire un petit effort, voilà. Justement, cette histoire aussi, André Vesperine, est assez méconnue finalement en Corse. Oui. Oui, elle est vraiment très méconnue en Corse. Même, c'est vrai que moi, je suis allée demander dans mon village ce qui avait été fait pour le Front populaire, mais finalement, il n'y a plus de témoins. Donc, on a simplement ce qui est répété par les héritiers et il y en a qui maintenant s'attellent. Moi, je sais que je connais quelques personnes qui s'attellent à la recherche des actions en Corse du Front populaire, des gens qui étaient engagés dans le Front engagés à gauche pour le Front populaire. Justement, dans la mémoire collective française, on le sait, le Front populaire, c'est resté. C'est une histoire qui s'est justement transmise. En Corse, finalement, pas vraiment. Comment on peut expliquer on imagine qu'il y avait un contexte particulier aussi lié à la Corse. Ça dépend du milieu. Aussi. Voilà, moi je pense que, moi je suis petite fille d'instituteur, et j'ai toujours entendu parler des acquis du Front populaire. Mais c'est vrai que j'étais peut-être dans une famille qui était déjà concernée. Ailleurs, je ne sais pas. Moi, j'ai ce passé. Maintenant, dans les autres classes, je vois au village, il y a quelques personnes qui sont intéressées, qui sont au courant. Mais c'est vrai que moins pour les autres, mais peut-être que la Corse était moins concernée par exemple, les accords de Matignon ou autres. C'est peut-être aussi une des raisons. Ce n'est pas la raison essentielle, mais c'est peut-être ça, non ? Oui, je pense. En fait, c'est une période qui se situe entre deux guerres. La première très meurtrière, la Première Guerre mondiale pour la Corse, une saignée considérable. Et puis la seconde, où on a exalté, c'est vrai, la résistance, l'occupation, bien sûr, on a parlé de l'occupation, mais également la résistance. J'ai l'impression que toute cette période de l'entre-deux-guerres est un peu
est un peu coincé, je dirais, entre si je peux me permettre ce terme, un peu coincé entre ces deux guerres, plus les guerres coloniales qui sont venues après. Donc la mémoire, il y a des superpositions comme ça qui font qu'à un moment donné, dans ce millefeuille-là, le Front populaire a peut-être un peu disparu. Mais néanmoins, André a raison de le souligner, il y avait quand même quelques témoignages, on en a recueilli quand même quelques-uns, notamment ce qui est resté dans les mémoires, c'est peut-être un peu pour faire image, cette marche, la Corse était quand même partie prenante, je pense, dans le Front populaire, ces couches populaires. Il y a eu quand même une participation, la contribution de la Corse. La Corse a été partie prenante dans ces combats du Front populaire. Et j'ai le souvenir, moi, parce qu'il me l'a raconté, de M. Toussaint Mar, qui racontait la marche des Sartenais, des travailleurs sartenais sur Ajaccio, qui a duré 2 ou 3 jours, avec une soirée à Pétrette, qui a dû être sans doute un peu arrosée. Et puis on s'est retrouvé à Ajaccio, à défiler dans Ajaccio. Donc c'était la marche, ils appellent ça la marche de la faim, je crois que c'était, mais c'était pas très, bon, c'est pas une marche de la faim, il n'y avait pas de faim, mais enfin il y avait quand même la volonté de restaurer la dignité des travailleurs. À l'époque, c'était quand même important. Quand on sait qu'à Pétrette, un monsieur, ça c'est raconté par des historiens sérieux, un paysan n'avait pas le droit de venir avec la cravate à Porto Vecchio le dimanche. C'était réservé aux gens. Bon. Pour dire, la lutte des classes en Corse, c'était aussi une réalité. C'est pas une, comment dirais-je, réservé au continent. Finalement, on est loin de ce mythe en Corse où il n'y avait pas véritablement de classe. Oh là, oh là. Moi, j'ai le souvenir, on parler de son village, moi j'ai le souvenir dans mon village d'un certain Luciani, qui était un... Bon, ça tombe, il n'y a rien sur sa tombe, mais peut-être qu'un jour, je ferai quelque chose pour lui, parce qu'il a réussi à obtenir que, pour ceux qui allaient ramasser les olives, dans ces années 30, il a obtenu que pour ramasser la répartition entre le propriétaire et la personne qui ramassait les olives, donc le récoltant, était de 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers pour le propriétaire, 1 tiers pour le récoltant. Mais il a obtenu qu'à méta, moitié chacun, c'était considérable. Ça paraît rien à l'échelle de l'histoire. Et ce sont ces petites choses. Des petites avancées. Voilà. Qui font l'histoire. Oui, mais c'est vrai que pendant l'entre-deux-guerres et durant cette période, les jeunes qui étaient en classe, souvent quittaient la classe pendant la récolte des olives, ou en Balanie c'était ça. Ils n'allaient pas en classe pour pouvoir avoir de l'argent, apporter de l'argent à la famille. Et je sais que mon grand-père se battait là, et il allait les chercher chez eux pour qu'ils viennent en classe, pour leur montrer qu'il y avait autre chose. Je crois que Marie-Pierre Val a bien... Tant que le sujet est bien traité, et Bati Fouzé, c'est la première interview du documentaire, le Bati Fouzé le fait remarquer, et lui qui a participé, qui était on voit sur cette photo, la résistance, on voit souvent à cette photo, on voit des gens juchés sur le toit d'une ambulance là, dans les rues d'Ajaccio. Bati en était, Bati Fouzé, et il dit, c'est la première interview de Marie-Pierre Val, Bati Fouzé dit, finalement, je ne sais pas quel est le jour le plus dont je me souviens avec le plus d'émotion. Est-ce que c'est le jour où j'étais sous le toit de cette ambulance ou le jour où j'ai appris que le Front populaire, que l'Assemblée, que la France, il y avait une assemblée du Front populaire qui avait été élue. Et c'est dire, donc pour quelqu'un qui a vécu les 2 événements, il ne savait pas la hiérarchie pour lui donner la priorité quand même au Front populaire. Merci beaucoup, on se retrouve demain évidemment pour continuer à parler, pour clôturer cette semaine sur cet événement qui aura lieu du 11 au 14 avril sur Ajaccio et Porticcio. À demain, merci, au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprima pour cette dernière émission de la semaine. Je suis toujours en compagnie d'Antoine Paulette et d'André Vesperini. Bonjour. Bonjour. Alors, donc évidemment, je rappelle que vous êtes tous 2 membres de l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance et que vous présentez évidemment ces 16e rencontres cinéma-histoire sur Ajaccio, donc les mardis 11 et mercredi 12 avril et sur Porticcio le jeudi 13 et le vendredi 14 avril. Au programme, évidemment, un petit peu tous les publics, puisqu'on retrouve des dessins animés, mais également des films récents portant sur la résistance allemande et la Seconde Guerre mondiale en général et des documentaires locaux. Finalement, ce qui est important dans ces rencontres, André Vesperini, c'est justement de pouvoir aussi transmettre cette mémoire aujourd'hui qui est encore en difficulté. En tout cas, finalement, on s'aperçoit que petit à petit, on recommence à tomber un petit peu dans l'oubli. Enfin, est-ce que c'est un constat que vous faites d'année en année, justement, de méconnaissance peut-être des élèves, de méconnaissance aussi du grand public pour cette période, même si on a l'impression qu'on parle beaucoup de cette période dans les médias en général ou dans des films en particulier? Oui, il y a
certaines méconnaissances quand même. Il y a un oubli, alors qui vient de plusieurs points, je pense. D'abord, dans les écoles, on n'a pas le temps de tout dire. Donc, finalement, c'est un saupoudrage que l'on fait du primaire jusqu'à la terminale. Donc après, c'est vrai que les jeunes devraient aller approfondir tout ça. Il y a ça. Et puis, il y a aussi, je crois que le grand public se lasse. Moi, je me suis entendu dire, tu en es toujours là, il faut passer à autre chose. Or, je crois que la connaissance de l'histoire, bon, je ne dis pas que elle permet de nous préserver de ce qui peut arriver dans les années à venir, on ne sait pas. Et ça, je trouve que il n'y a pas assez à la fois de pédagogie, et puis les grands disons que les grands médias ne sont pas très enclins à faire des documentaires ou à parler de ça. Justement, on a l'impression aujourd'hui qu'il y a de plus en plus aussi de propos négationnistes qui refont jour ces derniers temps. Là aussi, est-ce que c'est lié à une méconnaissance, une volonté politique aussi, les deux? Je ne sais pas si c'est une méconnaissance. Il y a peut-être ça. Je crois que chez les jeunes, il faudrait leur apprendre le discours politique. Et ce que c'est que le discours politique pour décoder toute cette avalanche d'informations que l'on a, parce qu'on a même trop d'informations, bien souvent. Mais il faut apprendre aux jeunes, et puis il faut apprendre aussi au grand public, à décoder ce qu'il y a derrière le discours politique de certains grands partis à l'heure actuelle. Et ça, c'est pas fait. Antoine Paulette, justement, vous avez le sentiment, lorsque le grand public vient participer à ces rencontres cinéma-histoire, qu'aujourd'hui, peut-être, il y a des lacunes qu'il n'y avait pas, peut-être, il y a 20 ans, ou il y a 30 ans sur ce sujet? Ça, le temps fait son effet. Hein. Donc, nous sommes, André et moi, nous sommes de la génération qui avons connu des résistants. Donc, c'est toujours précieux d'avoir pu obtenir ces témoignages. Aujourd'hui, nous sommes les relais, mais nous n'avons pas la même, légitimité déjà, la même authenticité pour parler de la résistance aux jeunes. Nous le faisons. Mais c'est déjà, nous faisons peut-être plus avec la vision de l'histoire qu'avec la mémoire vécue, quoi, puisque c'était pas notre génération. Oui, il n'y a plus la dimension du témoignage. Et puis la dimension du témoignage. Alors, on essaye, hein, ça marche. Alors, je voudrais faire une remarque quand même sur le pourquoi. Je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de productions, hein, de guerre. Oui, la guerre, c'est un dénouement. Mais le problème, je pense qu'il compte, ce qui peut instruire les jeunes aujourd'hui, c'est de savoir comment c'est noué. C'est-à-dire la montée des extrêmes. La montée des extrêmes, voilà. Comment une idéologie aussi mortifère, comment elle a pu séduire autant de gens dans tous les pays, par-delà les frontières. Donc tous les pays étaient touchés, y compris les États-Unis. Sur le eugénisme aux États-Unis, il faisait des ravages. Enfin, cette idéologie eugéniste, alors sans aller parfois jusqu'à l'acte. En Angleterre aussi, il y avait des partis fascistes en Angleterre. Alors en Allemagne, bien sûr, ça a été l'aboutissement. L'idéologie a trouvé son aboutissement dans la mise en place d'un régime qui était totalement. Bon, mais il n'y a pas que l'Allemagne. En France aussi. Comment cette idéologie a pu contaminer comme ça autant de pays partout dans le monde. Les Japonais, c'était par-delà les continents. Donc voilà, c'est pour ça que le film de Marie-Pierre Valls sera intéressant. Enfin, le débat peut être intéressant pour savoir comment autant de gens, parce qu'il y avait, on va parler du Front populaire, mais le Front populaire n'était qu'une réaction sans doute éphémère, ou trop éphémère en tous les cas, pas aboutie, mais c'était quand même une réaction aussi février 1934. Qui était la presque réussite d'un coup d'État. Une tentative d'investir l'Assemblée. Enfin, voilà. Donc cette idéologie fasciste, et elle existe toujours. De Gaulle avait bien dit, hein, il avait dit ça dès Oxford. Hein, en novembre 1941, De Gaulle avait dit, devant les élèves d'Oxford, les étudiants d'Oxford, on en aura fini, on va gagner la guerre, ce qui était déjà quand même assez audacieux pour dire ça en 1941. Visionnaire. Visionnaire. Donc De Gaulle l'avait bien dit, nous allons gagner la guerre,
Oui, on va gagner la guerre, mais on n'en aura pas fini pour autant avec. Et, disait-il, elle peut renaître, cette idéologie, plus dangereuse que jamais. Et je crois qu'effectivement, avec ce qui se passe aujourd'hui, on a de quoi s'inquiéter. Sur ces paroles optimistes, nous allons en tout cas nous donner rendez-vous pour débattre. Il y en a qui résistent quand même, heureusement. Justement, on va se donner rendez-vous pour débattre avec Ophir Lévy, puis avec l'ensemble des réalisateurs de ces documentaires à l'Espace Diamant Ajaccio mardi et mercredi 11 et 12 avril et au CCAS Sportiche le jeudi 13 et le vendredi 14 avril. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.